bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise Lison-Leroy et Francesca Scarito, donc, qui ont co-édité ou co-écrit ou co-produit ce recueil qui s'appelle Haute Transhumance. Donc c'est édité chez Esperluette. Et d'ailleurs, ce n'est pas ta première fois chez Esperluette, hein. C'est une maison d'édition avec laquelle tu as déjà travaillé avant. Mais ce soir, on va parler surtout de haute transhumance. Alors, je ne sais pas s'il est, comme disait Martine, encore utile de présenter Françoise Lison-Leroy, qui est une voix marquante de la poésie belge francophone, hein, depuis de nombreuses années aussi. Cependant, j'aimerais quand même mentionner quelques repères te concernant. J'ai été voir un petit peu ta biographie. Alors Françoise, tu nous viens, si tu permets que je te tutoie, on se connaît un petit peu maintenant, tu nous viens du pays des collines, donc le pays autour de Tournai, et tu continues à graviter autour de cette ville où tu as longtemps enseigné le français. Je pense que ça dit quelque chose de ton attachement au terroir, que tu sois né là-bas et que tu continues à vivre là-bas. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin par rapport à la poésie que tu écris. Depuis les années 80, tu as publié de nombreux recueils de poésie, mais aussi des récits, des livres pour la jeunesse et plusieurs ouvrages réalisés en collaboration avec notamment des artistes plasticiens ou plasticiennes. Ton œuvre a reçu de nombreux prix littéraires, là aussi Martine l'a mentionné, mais je vais quand même dire lesquels, enfin certains. Le prix Max Paul Fouché, déjà en 1991, pour Pays géomètre. Alors là, le paysage devient vraiment une manière de mesurer le monde intérieur, et peut-être les territoires de l'existence, si on peut dire comme ça. En 2015, tu as gagné le prix triennal de poésie de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour Le silence agrandi. Et là, c'est un livre qui explore aussi la mémoire, l'absence, les résonances du temps. Bon, c'est évidemment une caricature un peu rapide, hein. Et alors, plus récemment, tu as reçu le prix François Copé de l'Académie française pour Les Blancs-Pins, et d'ailleurs, je l'ai ici, celui-là, qui est aussi publié chez Esperluette. Et là, j'ai trouvé que c'était un ouvrage magnifique de mémoire, donc par rapport à une personne disparue trop tôt, et aussi de transmission. La transmission, c'est important aussi dans ce recueil-là. Et voilà, ton dernier recueil, Haute Transhumance, hein, qui est illustré par Francesca. Je vais peut-être déjà vous montrer une illustration, mais on le verra après. Okay. Donc là, c'est finalement un recueil qui prolonge cette poétique du déplacement, de la mémoire, mais aussi du lien à la terre, comme certains de tes autres recueils. Alors ma première question, c'est peut-être que tu nous expliques le titre du recueil, Haute Transhumance, qui est à la fois concret mais aussi symbolique, je pense. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette idée de transhumance? Est-ce qu'il s'agit alors d'un déplacement géographique, intérieur, spirituel ou autre? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, merci. Oui, effectivement, il s'agit à la fois d'un déplacement géographique et d'un déplacement intérieur. Il se fait que ce recueil m'est venu il y a environ 3 ans, au bord de la Loire, puisque j'y viens de temps en temps et on va en location dans un gîte là-bas. Et un jour, sur une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes, donc je prends la passerelle et je vois de l'autre côté venir toute une famille dont je ne sais rien, évidemment. Mais bon, c'était pas des nomades, c'était pas non plus des randonneurs. C'était plutôt une famille, un peu comme si une famille avait passé la journée ensemble ou un repas. Et voilà, nous devions les croiser. Et j'étais devant et je vois que la première personne est une petite fille à lunettes, une petite fille de 8-9 ans, et elle chante fort, et elle chante comme un chant rituel que je ne connaissais pas en français. Et j'avais l'impression qu'elle emmenait vraiment toute sa tribu vers ailleurs. Alors, comme vous savez, quand on écrit un recueil de poésie ou un roman ou une nouvelle, il y a parfois
un élément, un éclair comme ça qui nous traverse, et c'est ce qui est arrivé. Donc je me suis dit, ben c'est maintenant que je dois écrire ce texte. Il y a longtemps que je m'intéresse à la transhumance des peuples, des animaux, et de toute façon, je pense qu'on est tous intéressés par le sujet parce qu'on vient tous, si on faisait notre arbre généalogique, je pense qu'on aurait beaucoup de surprises, et c'est très bien. Et tout ce que j'avais amassé comme information me revenait facilement. Donc j'ai pris des notes, j'ai récupéré des dossiers, ou bien voilà, j'ai regardé une émission. Je suis allée à Louvre-Lens, il y avait une très belle exposition sur l'exil. Dans l'art, aussi bien un sac à dos cousu par des migrants qu'une peinture ancienne. Et voilà, j'ai commencé ce texte qui... c'est comme les blancs-pains aussi. En fait, quand je commence un texte de poésie, je sais que j'irai jusqu'au bout et je trace. Je trace. Oui, tu marches un peu comme, comme les transhumants de ton texte ici. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait écho à l'actualité et qui est très présent dans l'actualité. On voit sous diverses formes. Toi, tu as choisi la poésie. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à travailler pour ce recueil-ci avec une illustratrice qui est Francesca? Est-ce que ça s'est imposé d'emblée ou ça s'est fait après que tu écris le texte? Est-ce que vous pouvez peut-être l'une ou l'autre d'ailleurs nous dire? Je ne sais pas. Je vais commencer puis continuer. Donc j'ai envoyé ce texte à Anne Ledoux, donc aux éditions Esperluette. C'est comme d'habitude, il faut attendre 6 mois, parfois plus, pour avoir une réponse. Et voilà, je reste tranquille, comme on dit, comme tout le monde quand on a voir laquelle quelque part. Donc Anne Ledoux m'a dit, on va travailler ensemble pour ton texte, que j'avais appelé Ici haut. Et elle n'aimait pas, et elle a bien raison. J'avais écrit Ici haut, quelque chose qui revient dans le texte d'ailleurs. Quelque chose qui revient 1 ou 2 fois dans le texte. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, au départ, c'était une transhumance vue des collines ou vue de petites montagnes, pas nécessairement de la haute montagne. Et Anne Ledoux m'a dit, mais est-ce que tu penses à quelqu'un pour les illustrations? Je dis non, je te fais confiance, mais parce qu'elle a l'art de mettre ensemble des personnes qui voilà, c'est son elle-même est artiste et elle a beaucoup de contacts avec des artistes et elle perçoit, je pense. Et elle m'a parlé de Francesca, mais elle m'a dit tu vas voir son site, si ça te dit, on ira la rencontrer. C'est ce qui s'est passé. Peut-être que tu peux embrayer, Francesca. En effet, donc Anne Ledoux m'a proposé d'abord le texte de Françoise. Donc j'ai pris le temps de le lire et le relire et rentrer dedans. Et en fait, il m'a assez vite parlé parce que mes préoccupations finalement artistiques ont un lien pour moi vraiment direct avec les sensations qu'on a quand on lit pour moi ce texte en fait. Il y a toute cette idée de cheminement, de voyage, de mouvement qui se fait, qui parle, tu parles beaucoup des éléments, des choses qu'on voit dans la nature, qu'on ressent, de petits éléments, ça peut être une pierre, ça peut être un nuage, ça peut être tous ces éléments qu'on vit quand on marche en fait. Et du coup, voilà, c'était clair que c'était une belle association qu'elle avait proposée en fait. Voilà. Oui. Et nous nous sommes rencontrés dans ton atelier, dans une petite gare. Dans la gare de Watermal-Boisfort, j'ai un atelier dans cette belle gare qui a servi de modèle à Delvaux et qui a été longtemps utilisée par beaucoup d'artistes. Elle a été squattée par des artistes pendant longtemps. Puis elle a été rachetée par la commune de Boisfort. Et donc, on est 3 artistes à louer le premier étage comme atelier. Oui. C'est un bel endroit. Peut-être encore une petite question sur les illustrations.
avant de revenir à la poésie. Comment as-tu choisi la technique, enfin le sujet, enfin la technique, ce que tu montres? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, ce que tu as fait? Alors pour l'instant, je travaille énormément les monotypes, donc c'est une technique d'impression à plat, où on travaille directement, enfin moi en l'occurrence, je travaille sur une plaque de plexi, et donc je peins des encres à l'huile, et donc je travaille directement sur ma plaque, je la passe à la presse, puis j'enlève ma feuille, je travaille sur un papier hyper léger, ce qui est assez contrastant entre le support et le sujet que je fais, parce que le sujet c'est vraiment massif, je travaille vraiment la roche, la pierre, le paysage, et donc voilà, j'aimais beaucoup ce paradoxe en fait, entre le papier, et donc je suis venue là découper dans mes monotypes. Vous allez voir, si vous regardez de près, vous allez voir qu'il y a énormément de petits détails qui fait vraiment référence à la matière. Et moi j'aimais bien ce lien entre justement les éléments du paysage, le côté... quand on marche, quand on roule à vélo, le paysage défile doucement. C'est un petit peu tout au long du livre, ce paysage qui est donné à voir d'une certaine manière. Et enfin, pourquoi ce bleu qui est plus aérien finalement? Le bleu, c'est Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis quelques années, je travaille beaucoup autour des éléments. Donc j'ai commencé par travailler autour du ciel. Et puis j'ai gardé ce bleu de Prusse que j'aime vraiment beaucoup, et qui donne un fil rouge, un fil bleu, à mon travail. Et oui, voilà, je suis restée pour l'instant, c'est le bleu qui prend la place, et je trouve que le bleu, ça donne une impression, déjà quand on lève la tête vers le ciel, ça donne une impression d'immensité, le regard est ouvert en fait, le paysage est ouvert, il nous est donné à voir. Ce rapport-là, pour moi, était important aussi par rapport à tous les écrits. Et ça allège aussi le motif, évidemment, c'est des pierres, effectivement, mais des pierres bleues, ça donne une autre dimension. Merci. Mais peut-être qu'on peut revenir maintenant à la poésie en lisant quelques extraits. Je ne sais pas si tu peux. Oui, d'accord, oui. Oui, quelques-uns. Je t'avais dit que... Oui. Prendre de la hauteur ne signifie pas descendre un jour. Ce qui est pris n'est pas à restituer, parole donnée. L'escalade rend infini le temps de jachère, sans doute jusqu'à toujours. Hors du visible, la meute affûte son champ d'écoute, se forge un espace impérieux, et ça roule, ça bruit, ça mousse, mieux qu'un oreiller seul au monde. Nous n'avons ni âge ni serment. Notre corps est celui d'un moineau en ses plumes, d'un nuage en rosée, un val placide, doué de ciel aux yeux de nulle part. La bise ne peut rien contre nous. Va, petit pays, dans ta course lucide. Ne révèle pas, jamais, le secret fondateur. Tu es le premier rien. Tu veux en lire encore un ou deux? Oui, d'accord. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ou si tu veux, j'en lis un. Vas-y. 3 petites pages. Oui, parfait. Il pleut des champignons, des oiseaux, des cailloux. Rien ne se brise sur terre. À bien regarder, il s'agit de tribus en partance. Chacune d'elles fait un pas, n'oubliant ni l'espace ni le temps, puis s'éloigne, s'offre un bain de lueur avant de disparaître, rayée à jamais de la carte. Au perché, nous ne touchons plus le sol. L'amnésie s'installe en nos songes. Il nous reste le doux d'un aveu, le moelleux des tignasses, les étreintes. C'est notre matière initiale, pétrie d'ocre grisant. Un fleuve nous salue, libérant notre marche. Rien ne dit qu'il charrie de l'eau. Et ceux là-bas qui dérivent sans lutte, nous les croyons abreuvés de cascades, attentifs aux signes survivants. Ils ont gardé l'horloge et la mesure, les briseront un jour, quand les haies trop puissantes leur pèseront enfin.
Merci. Oui. Dans ce livre-ci, comme dans certains autres, tu as choisi plutôt la prose poétique, donc ce sont des petites proses en quelques lignes, une dizaine de lignes, quelque chose comme ça. Dans d'autres livres, j'ai vu que tu t'exprimais en vers. Qu'est-ce qui détermine, ou est-ce que ça vient naturellement chez toi quand tu commences? Pour moi, c'est une façon de respirer. Je respire comme ça quand j'écris en prose. Et si j'écris en vers libre, en vers libre, je respire autrement, peut-être par saccades. Parfois même, je mets des hachures. Et ça me donne un rythme, c'est même parfois un rythme d'alexandrin. C'est ce qu'on me dit, c'est vrai, il y a quelque chose. Et dans l'avancée, dans la marche, il y a ce rythme qui fait on avance, on s'arrête, on avance, on avance. Et un peu comme si on n'a jamais assez. On n'a jamais assez de mots pour dire. Donc il faut concentrer. La poésie, quand même, un art de la... de l'érosion, c'est aussi raboter, arriver vraiment au plus juste. Enfin, je n'ai jamais publié un livre avant d'être certaine que pas un mot n'était en trop ou n'était mal choisi. Je peux passer 3 jours sur 2 mots, ça ne me dérange pas. Oui, on sent bien ça dans ton recueil, et je trouve qu'on est parfois, en tant que lecteur, désarçonné un peu par les connexions que tu crées dans tes poèmes, et pourtant, en lisant, on se dit, mais chaque mot est vraiment à sa place. Alors d'une phrase à l'autre, parfois on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans notre cerveau quand on les lit, à la suite, et pourtant tout est à sa place, donc il y a une espèce d'effet d'étrangeté parfois, je trouve, enfin personnellement, mais on sent bien que ça... Si on change quelque chose, ça ne marchera plus de la même manière ou ça ne marchera plus du tout. Donc ça, je trouve, c'est très intéressant. Oui, c'est comme ça. Et j'avoue que moi-même, je n'ai pas... Enfin, je ne veux pas dire que je comprenne tout. Je ne veux pas dire que je comprends tout. C'est une question que je n'aurais pas osé te poser, mais puisque tu l'as... Mais je comprends après, ou j'ai compris avant. Ça fait sens. Il y a une belle anecdote qui circule chez les poètes. Marcel Hénard, que certains ont bien connu, donc, qui était, je crois qu'il vivait à Bruxelles, il était publié chez Rougerie. Et un jour, en assemblée, il y a une question qui lui est posée. Mais monsieur Hénard, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette phrase? Et puis il a répondu, je ne sais pas, je pense que quand je l'ai écrit, je le savais. Et parfois c'est l'inverse. C'est très beau parce qu'il faut pas. On n'a pas de discours. Moi, j'ai pas de discours à faire sur ce que j'écris, mais je suis certaine de ça. Soit je le sais en écrivant, soit je le saurai après. C'est peut-être une chose que la poésie permet particulièrement, justement, oui, de laisser passer des choses qui finalement on n'arrive pas nécessairement nous-mêmes à expliquer. Enfin. C'est vrai, et probablement que Benoît Copé et Eric Brucher nous révéleront d'autres choses tout à l'heure. On les attend. Alors, dans tes livres, tu parles beaucoup de la nature, beaucoup de la terre, beaucoup de l'environnement en général. Et donc c'est vraiment une présence active dans tes recueils, pas seulement dans celui-là. Et à quelle valeur finalement tu donnes à cette nature? Est-ce que c'est un refuge, enfin un lieu de refuge, un lieu de mémoire, un guide? J'ai la certitude d'en faire partie. C'est vrai que j'ai grandi à Ouédec, dans un petit village au pays des collines, pas loin de Elzel, Lessines, Frasnes. Et bon, j'étais à l'école du village et je circulais beaucoup, même seule. Et c'est vrai que, mais j'ai pas l'impression que mes parents avaient peur pour moi. Ah bon, je pouvais faire ça. J'avais 2 frères, mais bon. Bon, quand on n'est pas très grand, on est à la hauteur des blés, on a la même hauteur que le lin d'abord. Et j'ai toujours eu l'impression de faire partie
du paysage, pas de la nature. Et pourtant, quand on est petit, qu'on y vit, on ne la connaît pas vraiment, on ne connaît pas nécessairement les noms des oiseaux, les noms des plantes, etc. C'est plus tard. Mais voilà, j'étais dedans. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de souffle, de marche, de balader. Est-ce que tu composes parfois en marchant? Est-ce que marcher, ça t'aide à écrire de la poésie? Non, je n'écris pas en marchant et je ne note rien quand même. Mais marcher peut précéder l'écriture. C'est vrai que le rythme de la marche. Bon, je ne suis pas une randonneuse, je ne suis pas une grande marcheuse. Je me promène plus que je ne marche. Mais, tu sors de chez toi et tu ouvres les yeux bien grands. Voilà, je ouvre les yeux bien grands. Il y a d'autres auteurs ou poètes qui connaissent très bien la nature aussi. Alors ce recueil-ci, il est composé, il est partagé en 3 parties. Donc la première partie, c'est Terre justement. La deuxième, c'est Un pas plus haut. Et puis la troisième, c'est Si loin. Donc c'est une découpe en 3 parties que tu avais déjà utilisée pour les Blancpains d'ailleurs. Est-ce que tu aimes bien cette structure en 3 comme ça? Et aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans ce recueil-ci de la progression entre les 3 parties? On parle de la terre vers le ciel visiblement. Oui, je pense que quand je commence, je sais que donc je commence à écrire, mais je pense déjà en écrivant la première partie à passer à une deuxième qui peut-être parlerait davantage de l'espace ou de la hauteur ou et pour les Blancpains aussi. Je pense que ça fait partie de mon plongeon, de mon rythme. J'imagine qu'en peinture, ça peut exister aussi d'une autre façon. Mais je commence à écrire et je vais comme ça un peu jusqu'au bout du premier souffle, en sachant déjà qu'il y en aura un deuxième et un troisième. Mais c'est difficile parce que je ne fais pas de plan. Enfin, difficile à expliquer, je veux dire, parce que je ne fais pas de plan. À partir du moment où cette petite fille à lunettes s'est apposée à moi avec son chant et cette tribu, je savais que j'allais commencer. Et puis, en commençant, c'est comme si j'avais un projet, mais je suis incapable d'en parler, par exemple. C'est pas possible. Donc, je ne peux pas verbaliser ça. Je n'oserais pas dire qu'il y a un aspect mystique dans ce que tu écris, mais quand même, dans celui-ci, il y a, et c'est pas du tout ce que tu recherches à mon avis, mais ici, il y a quand même cette élévation de la terre vers les hauteurs. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé en parcourant le recueil. Oui, c'est ça. Et puis, autre troisièmement, c'est aussi parce que j'avance en âge que je commence à regarder un peu du côté de l'azur. C'est une question qu'on commence à se poser à un certain âge, en effet. Oui. Et pour revenir aux illustrations, est-ce que quand tu les as découvertes ou en les découvrant, parfois ça t'a donné un éclairage différent sur ce que tu as écrit ou sur ce que tu avais pensé de faire de ce recueil? Comment est-ce que ça développe finalement ce que toi tu avais proposé au départ? Certainement parce que effectivement, dans l'autre sens aussi éventuellement. Oui, peut-être tu comprends. Je pense que je ne savais rien de Francesca c'est vrai que je fais confiance à Anne Leloup, mais ça m'est déjà arrivé de discuter avec elle et de préférer un autre travail que celui peu importe. Mais voilà. Donc la question que je me posais, c'est comment un illustrateur, une illustratrice fera pour prendre tout ça à bras le corps et ne pas être redondant, ne pas vouloir tout peindre, tout tracer, tout réaliser. Et quand je suis allée dans son atelier, j'ai vu ces morceaux. Et je me dis, mais comme elle a raison, comme tu avais raison, comme tu as raison, de prendre des bribes, des morceaux qui font peut-être penser à des cailloux et des paysages qui sont des morceaux de montagne ou des morceaux d'horizon ou eh bien, c'est vraiment pour moi j'avais l'impression que mes textes allaient respirer dans son travail. Je trouve que c'est une association très réussie en effet.
Je dois dire que c'est une belle rencontre, en effet. Hein, c'est la première fois que je fais cet exercice-là. Oui, Et parce que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ton texte, de tomber sur toi. Je trouve, c'est incroyable quand tu parles de ton texte, tu parles du vivant, tu parles des éléments, de tout ce qui est relié. Et en fait, parallèlement, sans me connaître, en fait, tout le propos de mon travail, il est là. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Quelle rencontre inattendue, parce que, en fait, il y a tellement de choses qui se rejoignent que finalement, voilà, ça donne ce petit livre. Et en effet, le plus difficile peut-être dans ce genre d'exercice, c'est de trouver le juste rythme. Mais bon, ça, Anne Leloup était là aussi pour un petit peu aiguiller, aider. Le plus dur, c'est mettre je ne sais pas, c'est comme les premiers mots dans un livre, mais pour moi, c'était mettre les premiers cailloux dans le livre, les premières pierres, poser les premières pierres. Mais une fois qu'elles étaient là, c'était parti. En fait, c'était évident que donc on a vraiment joué avec des parties un petit peu plus paysage et puis des choses un petit peu plus détaillées, plus précises. Il y a vraiment un rythme qu'on peut peut-être retrouver aussi un petit peu comme dans les voyages avec. Je les appelle un peu mes sfumato ici quand on voit les paysages en profondeur avec. Voilà, qui vire au bleu aussi. Non, c'était vraiment un travail. Je trouve un beau travail à deux et juste en fait. Je dois dire que Anne Leloup, elle a été forte quoi, parce que elle nous a trouvé quand même, elle nous a proposé ce travail, c'est assez juste. Oui. Voilà. Quel voyage souhaiterais-tu que le lecteur accomplisse à la lecture ou après la lecture de Haute Transhumance? Qu'est-ce que tu souhaites susciter chez ton lecteur? Mais son voyage intérieur, parce que je suis persuadée que tout le monde a des paysages, dans sa mémoire ou dans son imaginaire, des paysages à la fois différents, mais qui nous font entrer dans la vie dans la vie de la nature, de la montagne, de la campagne, enfin, qui nous permettent, je ne sais pas, tout à l'heure je regardais ce tableau-là, je le connais à peine, mais voilà, le dessin, si on devait faire circuler toute une tribu dans un tableau, c'est possible là. Donc notre voyage intérieur, c'est aussi le fait de faire circuler tout ce qui est important pour nous. Aussi bien ce qui est famille, ce qui est nature, ce qui est vie affective, professionnelle, tout ça. Et là, tu boucles un peu la boucle puisqu'on revient à ton titre Haute Transhumance et à la signification, aux significations multiples de ton titre, la transhumance, bon, le voyage intérieur et le voyage de cette famille que tu as rencontrée aussi. Oui, tu as eu de nombreuses années d'écriture, bon, c'est pas un secret. Est-ce qu'il y a encore des choses qui aujourd'hui t'émerveillent ou te surprennent au moment de créer un nouveau poème? Ah oui. Et sans doute, puisque tu continues à écrire et à être motivé pour écrire. Oui. Si, je suis en train d'écrire pour la jeunesse parce qu'un éditeur me l'a demandé. Et bon, c'est autre chose. Ce n'est pas plus facile, loin de là. Mais disons que j'ai pris le thème des fossettes d'enfants, des rides de personnes âgées, enfin de tout ce qui fait que quelqu'un a sa personnalité dès le petit âge, quoi, le premier âge. Ça me surprend toujours aussi, les visages des gens, c'est quand même, ça révèle... Tu es quelqu'un qui est continuellement curieuse à la recherche et à la découverte. Je me souviens par exemple de Marie-Claire Dorbet, qui est la maman de... Je l'ai rencontrée au Mont-Saint-Aubert, et je n'oublierai jamais son visage. Voilà. Je dis ça parce qu'il est... Marie-Claire Dorbet, oui. Peut-être, est-ce que tu veux encore lire un poème avant qu'on arrive tout doucement à la fin? Bon, je n'ai rien préparé réellement, mais je peux en lire un.
T'en lis un? Ou toi, ou vous en lisez un? Oui, tu en lis un. Francesca, non? Allez, allez, un petit. Tu peux le dire, comme tu lis. Je vais vers la fin. Oui, je veux bien lire la fin. Oui, Justement. parfait. Merci. Nous n'en finissons pas de partir. Ce n'est guère un voyage. Entre origine et latitude, rien ne contraint la voilure. À bord de nous, l'éphémère a pris place. Avancés dans l'absence du temps, on dirait que les nus nous attendent pour de bon. Laissons là nos ultimes certitudes. Un chant le clame, haut et clair. Merci beaucoup, merci. On va bientôt clôturer, mais peut-être avant de finir, juste une petite dernière question par rapport à vos projets actuels. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez nous annoncer ou parler de Exposition, de limites? Oui, je viens de terminer une exposition pour l'instant solo dans un lieu à Luxembourg qui s'appelle Kamerdenken. Quelqu'un connaît. Et j'ai d'autres expositions prévues, une fin de l'année solo à Arlon et une autre à Liège l'année prochaine. Et voilà, donc les projets continuent, le travail continue à se développer. Oui. Et toi, François? Mais moi, j'ai parlé tout à l'heure de ce recueil pour enfants et je suis aussi dans une. Oui, voilà. Je sais pas ce que tu vas dire, je ne peux pas t'aider. Oui, dans une recherche intérieure qui dirait, qui parlerait aux gens, qui dit, les enfants, il est temps de faire ceci, enfin, il faudrait faire cela, en pensant à l'immensité des choses qui restent à faire et à l'immense détresse que la planète vit aujourd'hui. Alors, comment faire pour ne pas donner de leçons, pour ne pas être celle qui donne des leçons? Oui, c'est pas ton style non plus. Non, non. Donc je cherche. Je mets des. Enfin, quand c'est comme ça, j'ai une table et je prends des notes, je mets des dossiers, je fais un chipotage, comme on dit. Que je ne mets pas nécessairement en ordre, mais qui me permet de puiser. Très bien, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux.